quelqu'un d'autre. Je m'en fous, c'est juste qu'il est là. Ouais. Anyway, ça dégénère, cette conversation-là. Ouais, c'est bon. Bienvenue à Style Talks, une série vidéo et audio pour la communauté dentaire, réunissant des professionnels dentaires autour de conversations authentiques sur notre industrie. Que vous débutiez dans le domaine ou que vous souhaitiez atteindre le prochain niveau, cette série est pour vous. Rejoignez-nous alors que nous parlerons des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés dans notre entreprise et des défis que nous rencontrons dans l'industrie dentaire en ce qui concerne le travail d'équipe, les produits, les techniques et la technologie. Bonjour et bienvenue à Style Talks. Je m'appelle Dimitri Tiklis. Et je suis Lydia Croteau. Et on est les deux propriétaires du laboratoire dentaire Style Dent. Alors premièrement, bon retour au travail à tous nos dentistes du Québec. C'était la première semaine de déconfinement. J'espère que ça va très bien pour tout le monde. Ça prend un peu de temps de s'ajuster, nous aussi, au laboratoire avec la distanciation sociale et toutes les nouvelles choses qu'il faut qu'on porte la journée longue, mais on va y arriver. Donc, on aimerait vous présenter notre premier épisode en français. C'était une entrevue qui a eu lieu avec Dr Berge Wazirian. Cette entrevue, bien sûr, a eu lieu durant le confinement. Donc, Lydia aimerait vous lire la biographie de Dr Berge Wazirian. Je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Dr Wazirian a obtenu son diplôme en médecine dentaire de l'Université de Montréal. Ensuite, il a fait une année d'études avancée en dentisterie générale à l'Eastman Institute for Oral Health de l'Université de Rochester, dans l'État de New York. Ensuite, il a exercé pendant une année comme dentiste généraliste et il est retourné à l'Université de Rochester pour se spécialiser en prosthodontie. Actuellement, il partage son temps entre le bureau privé et l'enseignement. D'ailleurs, il enseigne à l'Université de McGill dans le cadre des programmes de résidence de l'Hôpital général de Montréal et l'Hôpital pour enfants de Montréal. En plus, Dr Wazirian partage ses connaissances et son amour pour la prosthodontie avec ses collègues dentistes en offrant des cours de formation continue à travers la province. Le Dr Wazirian est fellow du Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada et membre de l'American College of Prosthodontists et de l'International Team for Implantology. Un résumé très impressionnant pour Dr Wazirian. Oui. On a eu beaucoup de plaisir à l'avoir en entrevue. Alors, on espère que vous allez apprécier. Merci. Bonjour Berge. Bonjour Lydia. Bonjour Dimitri. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Comment tu vas, mon cher Berge? Ça va bien, ça va bien. On reste occupé avec tout ce qui se passe, mais ça va. C'est quoi tes petits projets entre-temps, entre vacances COVID? Vacances forcées. Honnêtement, c'était pas des vacances pour moi. Je me suis comme... j'ai essayé d'être à la clinique pour nettoyer, faire des petites rénovations, des petits projets que je voulais faire depuis très longtemps. Et là, c'était la bonne occasion. Donc, j'ai pris l'opportunité pour faire ça. C'est ça. C'est le super. secret, c'est opportunité. Voilà. Opportunité, c'est le mot. En tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. C'est bien apprécié de nous accorder un peu de ton temps. Donc, ça va être un show intéressant, j'espère, pour tout le monde. Et, on espère justement donner l'aperçu de différentes personnes. On peut pas tous penser de la même façon et c'est bien d'avoir la perspective de chacun. Oui, en effet, ça nous soulage en même temps d'entendre que les gens, comment ils se portent dans ce genre de situation, qu'on n'est pas seul dans cette situation. Bien, justement, sans même parler du côté dentaire, puis qu'est-ce qu'on vit dans le domaine dentaire tous ensemble, toi, tu as déjà eu une expérience de confinement dans le passé. Ouais. Est-ce que tu aimerais partager? C'est pas ta première fois? Oui, mais disons que c'était devenu plutôt un style de vie. Moi, comme vous le savez, vous deux, j'étais né et puis j'ai grandi au Liban. Et puis, disons, durant les peut-être 8 premières années de ma vie, c'était la guerre au Liban. Donc, je me souviens très bien qu'on était souvent confinés à cause des bombardements autour de nous. Donc, c'est sûr que on ne peut pas comparer, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent se comparer, comment quand on sort, il n'y a personne dans les rues, donc ce genre de choses. Mais en même temps, ça met les choses en perspective. Ça veut dire, aujourd'hui, on se dit, il y a
des choses pires que ce qu'on vit actuellement. On est en sécurité, on a notre famille à côté de nous. C'est sûr que, en effet, dans la société, il y a des gens qui ont subi des expériences négatives à cause de cette maladie-là, mais évidemment, sur le plan social, ça ne se compare pas à une guerre. Mhm. Donc, ça met les choses en perspective et puis on se rappelle que on peut être dans une situation pire que la Absolument. situation dans laquelle on est Ça actuellement. nous permet de relativiser quand on se fâche parce qu'on a mis une commande chez IGA puis on a commandé 2 kilos de patates, mais on en a reçu 4. Effectivement. Ouais, en Donc, effet. voilà, c'est pas la fin du monde. Des choses D'ailleurs, moi j'ai remarqué chez les Libanais, on est du genre à vouloir aimer vivre et tout ça. Donc, et ça, c'est, je pense, une conséquence directe du fait que pendant des décennies, en fait, le Liban était en guerre et puis les gens ne veulent plus s'attarder sur tous les petits détails. Des fois, un petit peu de misère dans la vie, je pense que une petite dose de misère, c'est une bonne chose. Peut-être, je Mhm. ne dis pas qu'il faut être en guerre là, mais ne Non. me comprenez pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que la misère, ça met les choses, ça relativise les choses, comme tu disais, Dimitri. On va prendre moins de choses pour acquis, c'est ça que tu veux dire. Ouais, on prend moins de choses pour acquis, on s'inquiète moins quand quelque chose va mal, on se dit, whatever, ça va passer. Mais en effet, je pense que quand on revient et on pense à tout ce qu'on en a vécu ou bien tout ce que d'autres gens ont vécu pendant la guerre ou pendant de crises vraiment plus graves que ce qu'on a actuellement, ça nous soulage en fait. C'est bien, Ouais. c'est bien. Alors, écoute, j'avais quelques questions pour toi, si ça ne te dérange pas, avec Non, Lydia, pas bien du sûr. tout. Donc, je voulais juste te demander si on commence du début. Donc, Oui. pourquoi est-ce que Berge Wazirian, il fait ce qu'il fait? C'est quoi ton why? Pourquoi tu as choisi de faire ce que tu fais? Ouais. Hmm. Ben, c'est une très Comment bonne ça arrive? question et je pense que mon cheminement était un petit peu différent que normalement, en tout cas ce que je pense. Moi, j'ai grandi, comme je disais, au Liban et mon père maintenant mon père est décédé, mais mon père était orfèvre, bijoutier. Donc il avait son atelier, il fabriquait des bijoux. Et je me souviens très bien, je me rappelle quand j'avais, je sais pas, 11, 12, 13, 14 ans, durant les vacances d'été, tous mes amis étaient à l'extérieur en train de s'amuser, surtout au Liban avec la mer et la plage et tout. Et moi, j'étais presque chaque jour chez mon père dans son atelier en train d'apprendre comment faire des bijoux, comment faire toutes les étapes qu'un bijoutier fait. C'est sûr que je n'étais pas sur la ligne de production, mais j'apprenais énormément. Je me rappelle même euh, quand j'étais petit, vous savez, comme les techniciens de laboratoire, vous avez votre bench de travail, Hmm. votre table de travail, mais c'est la même chose pour un bijoutier. On a une table de travail. Mais moi, je n'étais pas assez grand pour être confortable sur une table d'adulte. Euh, et puis, à ce moment-là, mon père avait fabriqué une table, un Oh. bench de travail à ma grandeur. Et Cute. puis, j'avais même à un moment donné un des employés qui était sertisseur de diamants qui me donnait 1 heure de leçons comment sertir des diamants. Wow. Donc, ceci dit, à l'école, j'étais quand même assez doué en sciences. Et puis, quand j'étais au cégep, on était rendu au Canada à ce moment-là, j'étais en sciences de la santé. Et puis, j'avais un intérêt dans tout ce qui est biologie, santé, etc. Et puis, à ce moment-là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour combiner cette dextérité que j'ai acquise durant ma jeunesse et en même temps faire quelque chose qui est dans le milieu de la santé. Et puis, voilà, la dentisterie, c'est ça que j'ai choisi. Et c'est vraiment en faisant la médecine dentaire que j'ai réalisé que c'était vraiment le match parfait pour moi. Et à la fin, quand on finissait l'école, ben, tout le monde commençait à faire des demandes pour des résidences, des spécialités, etc. Et en fait, souvent, c'est
un an après un an avant la graduation qu'on fait les demandes pour continuer, pour faire une résidence ou une spécialité. À ce moment-là, moi, je me rappelle très bien que je me disais prêt à finir médecine dentaire et puis travailler. Je me sentais assez en confiance, mais j'avais plusieurs de mes amis qui qui appliquaient pour faire une résidence multidisciplinaire. Et là, je me suis dit, sûrement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si presque tous mes amis appliquent pour une résidence multidisciplinaire, il y a quelque chose. Et là, j'étais, comme on dit en anglais, peer pressured pour appliquer à une résidence multidisciplinaire. Finalement, j'ai appliqué. C'est du bon peer pressure, ça. C'est positif ton peer pressure. Oui, c'est très positif, en effet. Et puis, j'ai appliqué en résidence multidisciplinaire. Et puis, j'ai fait une année de résidence qui s'appelle AEGD, Advanced Education in General Dentistry, à Rochester, à Eastman Institute for Oral Health. Et puis, c'est durant cette période que j'avais 6 semaines d'observation dans le département de prosthodontie parce qu'à Rochester, ils ont toutes les spécialités sauf la spécialité de l'endodontie. Et durant cette observation, j'ai réalisé que vraiment ce que j'aime le plus et ce qui revient, disons, à l'origine, pourquoi j'ai fait la dentisterie, c'était l'aspect dextérité, travailler avec les mains, et c'est vraiment la prosthodontie. L'aspect artistique. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire, et puis j'ai appliqué, puis à plusieurs écoles. Finalement, je suis retourné à Rochester pour faire ma spécialité là-bas. Voilà. Puis dis-moi, c'est sûr que tu as répondu un peu à ça, mais si on rentre un peu plus en détail, c'est quel aspect de la prosthodontie que tu aimes le plus, puis c'est quel aspect que tu détestes justement? Ce serait quoi les deux? Oui, c'est drôle parce que j'enseigne à des résidents, à des étudiants maintenant, et puis souvent j'entends parler comment en prosthodontie, il y a un aspect qu'ils aiment et un aspect qu'ils n'aiment pas. Moi, je leur dis, pour être un bon prosthodontiste, il faut aimer la prosthodontie globalement. Ça veut dire, on ne peut pas dire j'aime la prosthodontie amovible et je déteste la prosthodontie fixe ou vice-versa. Surtout vice-versa. J'entends souvent, j'aime pas la prosthodontie amovible, j'aime tout ce qui est fixe. Mais on sait tous très bien que pour faire la prosthodontie fixe, surtout implantoportée de nos jours, toutes les connaissances de base en prosthodontie amovible devient extrêmement utile. Et même, c'est la base, je dirais. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas particulièrement un aspect que j'aime moins. Mais c'est sûr que dans tout ce que je fais, pour moi, c'est pas juste la fonction qui est très importante. Il faut marier la fonction à l'esthétique. Même si un patient vient nous voir pour la fonction seulement, je pense que le résultat final, quand même, doit avoir un aspect esthétique parce qu'au bout du compte, l'être humain, on leur donne la fonction, ils vont rechercher un petit peu plus, ils vont rechercher l'esthétique. Mais pour dire quelque chose que je déteste, je dirais que ce que j'aime pas dans ce que je fais, et par contre, il faut le faire, c'est comme dans n'importe quel métier, il y a certaines choses, certains aspects qu'on n'aime pas, c'est les paperasses et remplir des documents et tout ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Je me connais là-dessus, c'est pour ça que je suis assez chanceux, puis j'ai Lydia qui n'aime pas plus ça. Moi qui l'attaque. Elle aime un petit peu plus que moi parce que c'est elle qui... Peut-être j'ai la patience pour le faire, peut-être. Mais honnêtement, comment je raisonne, c'est que pour faire ce qu'on aime vraiment, il faut bien faire aussi l'aspect qu'on aime moins parce que ça va un avec l'autre. Je peux pas faire des traitements de qualité à mes patients et ma documentation au dossier ou mes rapports sont à moitié faits. Donc, pour bien faire ce qu'on aime, il faut accepter qu'il y a une partie des choses qu'on va aimer moins, mais ça vient améliorer encore plus ce qu'on aime bien faire. Donc, quand on raisonne de cette façon, on accepte de faire ce qu'on aime moins et on le fait quand même très bien parce qu'on n'a pas le choix. Ouais.
Puis, tu as parlé tantôt justement de ton parcours à Rochester. Tu as encore des très bonnes relations avec tes anciens collègues là-bas. Il y a même Je dirais plus des amis. des amis. Ben oui, on a eu la chance de les rencontrer au mois d'octobre à Miami durant le ACP. Oui. Super belle gang. Une belle fraternité. Merci de nous avoir introduits. Puis, c'est ça, même d'entre eux est directeur du programme de prostodontie Rochester. Oui. Tout ça pour dire, comment tu décrirais la différence entre la façon de pratiquer la prosto aux États-Unis, d'après tes collègues et ton expérience, et ici? Oui, en effet. Premièrement, j'aimerais ajouter que, comme tu viens de dire, Rochester, vraiment, c'est très important pour moi. Je l'ai déjà dit auparavant, les autres, ils savent très bien que ce que je suis devenu professionnellement, c'est sûr que mon expérience pour devenir dentiste ici à Montréal, c'était très important parce que c'était le premier pas. Mais je pense que ce qui m'a marqué le plus professionnellement au niveau de mes connaissances, c'était vraiment à Rochester, à Eastman, que j'ai vraiment appris et c'est non seulement ce que j'ai appris, mais c'est aussi la façon de raisonner pour apprendre davantage. Donc ça, c'était très important pour moi. Et l'autre aspect, c'est qu'on passe tellement d'heures ensemble dans le programme. Je dirais que durant ces 4 années que j'étais à Rochester, je voyais, c'est sûr, ces gens-là plus que ma famille, ça, c'est certain. Et donc, sont devenus plus comme une famille que des collègues, honnêtement. En tout cas, ça c'est très important pour moi. Pour ce qui est de l'aspect pratique, moi, c'est sûr, personnellement, je n'ai pas pratiqué comme prostodontiste en bureau privé à Rochester ou aux États-Unis. J'ai pratiqué dans le milieu universitaire, comme quand j'étais résident. Mais je pourrais dire que la différence majeure, je pense qu'on le fait mieux au Canada, selon moi, c'est que la relation entre le prostodontiste, les autres spécialités et les dentistes généralistes, c'est une relation encore plus saine, je pense, ici au Canada. Oui. On collabore davantage. Je pense que on a encore cette ouverture que le dentiste généraliste fait le travail qu'il doit faire. Quand le besoin est là pour avoir l'aide, le soutien des spécialistes, on a encore cette collaboration. Je pense que aux États-Unis, ça commence ou c'est déjà pas mal séparé. Je vois beaucoup de prostodontistes qui font affaire directement avec des patients sans nécessairement avoir des références par d'autres spécialistes ou par des dentistes généralistes. Oui, il y a des aspects positifs dans cette approche-là parce que tu dictes le traitement complètement et puis tu commences d'une bonne base tout de suite avec les patients. Mais si on pense que la majorité des dentistes veulent le bien-être des patients, je pense avoir cette collaboration multidisciplinaire fait en sorte que, au bout du compte, le service donné aux patients est plus juste et plus complet. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui partagent mon point de vue, mais je pense que cette collaboration est encore importante, selon moi. Je pense que ça doit être divisé pas mal l'opinion là-dessus. Il y en a qui vont se dire, on veut offrir tout sous un même toit, puis c'est mieux pour le patient. Il y en a d'autres comme toi, puis moi, qui croyons que chacun sa spécialité, on ne peut pas être tous bons dans tout. Donc, c'est important de justement offrir ce qu'on connaît de mieux, puis c'est ce qui est mieux pour le patient, pas nécessairement plus confortable pour le patient. Exactement. Ouais. Il y en a beaucoup qui essaient de tout faire sous un même toit. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que, je veux dire, on a pu voir aussi aux États-Unis, on a récemment ouvert notre succursale là-bas en Floride, puis justement, il y a beaucoup de prostos qui font eux-mêmes les chirurgies de la pose d'implants. C'est très... Des paro prostos. Ouais, il y en a beaucoup. Sont très, ils vont tout faire. Ouais.
alors, je pourrais dire que c'est une grande différence entre là-bas et ici. Oui, je pense que, en effet, ça, c'est la plus grande différence. C'est sûr qu'on a des tendances de suivre dans cette direction au Canada aussi. Je pense qu'on est loin d'être comme aux États-Unis, mais en effet, on voit bien que ici aussi, ça commence. Mais je pense qu'il faut quand même espérer que nous voulons tous les professionnels de la santé, le bien-être du patient. Et ça, c'est le plus important. Quand on pense que c'est le bien-être du patient qui est le plus important, là, à ce moment, on réalise que le traitement que je fais, est-ce que c'est mieux que ça soit fait par quelqu'un qui a des compétences supplémentaires pour compléter ce travail, sans nécessairement perdre ce patient, mais de démontrer au patient qu'on collabore et que vous êtes encore mon patient, mais j'aime bien que que le traitement soit complété ou comblé par une autre personne de l'équipe. Voilà, c'est juste ça. Même pour pousser encore un peu plus loin, il y a des prostos aux États-Unis qu'on connaît qu'en plus de faire la chirurgie, puis la partie prosto, ils ont aussi leur usineuse dans leur clinique, puis ils vont faire même le côté du laboratoire. Ils vont tout faire. Non, en effet. Il y en a qui achètent de la technologie, puis ils ont des gros équipements comme on a au lab. Des gros équipements comme on a chez nous. Puis, c'est ça, ils investissent des centaines de milliers de dollars, puis après, ils les achètent, ils ont un petit training, puis après, souvent, ça c'est vrai ce que je dis, j'ai eu des vrais inputs du monde qui ont vendu ces machines-là à ce genre de monde-là. Ils se ramassent à avoir investi énormément d'argent, ils pensent que c'est facile, c'est juste peser un bouton puis ça fonctionne. Puis à la fin, ils restent avec l'investissement qui accumule de la poussière parce que c'est trop compliqué pour eux, ça prend trop de temps, leur temps de chaise vaut plus que qui s'assoit à faire une restauration sur un ordinateur. Puis je sais pas, ça marche pas. Encore une fois, je pense que dans ce genre de circonstances, oui, il y a des effets positifs d'avoir ce genre d'outils sur place, mais je pense qu'il faut comprendre que, et comme tu le sais, Dimitri, moi j'ai déjà pensé, j'ai encore cette envie éventuellement d'avoir peut-être un laboratoire sur place, mais pour moi, un laboratoire, c'est pas les outils. C'est le technicien de laboratoire. C'est ça. Oui. La technologie, ce n'est qu'un outil. C'est quelque chose que je répète souvent. Ouais. Donc, en effet, si on se lance dans cette direction, encore une fois, il faut collaborer avec la personne juste pour faire le travail, non seulement juste avoir une machine. C'est la même chose quand on veut, en tant que dentiste, utiliser un certain outil, mais ce n'est pas l'outil qui va faire de nous un meilleur dentiste. C'est la façon dont on applique, la façon dont on utilise cet outil-là. Je peux donner le même outil à toi, à une autre personne, à une quatrième personne, et puis le résultat va être différent. Et ça démontre que l'humain est encore la personne qui contrôle le résultat final. Absolument, oui. Alors, en ce moment, toi, tu enseignes au programme de résidence de McGill? Oui, en effet, j'enseignais dans 2 programmes à l'hôpital général de Montréal et l'hôpital pour enfants de Montréal comme clinicien. À l'hôpital général de Montréal, je donne seulement des cours ici et là maintenant. J'ai arrêté l'aspect clinique, mais à l'hôpital pour enfants, je suis encore clinicien. Pas maintenant, là, à cause du confinement, on a tous arrêté, mais oui, en effet. Mais justement, avec le confinement puis le après-COVID, etc., comment est-ce que tu vois dans le cadre éducatif, comment est-ce que tu penses que ça va changer maintenant l'enseignement? Ça a changé déjà. Donc, tout à l'heure, je disais que je donne des cours aux résidents quand même à l'hôpital général, même si je ne suis pas en clinique. Et puis, déjà, la semaine dernière, je ne me rappelle plus quand est-ce exactement, on a fait sous forme de webinaire et je sais que, par exemple, à Rochester, les résidents actuellement qui sont en prosthodontie, à chaque jour, ils ont un horaire rempli de présentation par Zoom. Donc, je pense que ça, c'est déjà le premier changement dans la façon dont nous
abordons la formation dans les universités. Donc déjà, on a un changement. Je sais que dans les résidences multidisciplinaires, étant des hôpitaux désignés pour traiter des patients pour leur traitement dentaire, mais des patients qui sont suspectés ou qui ont été diagnostiqués COVID-19 ou des patients qui nécessitent des traitements des traitements avec beaucoup d'aérosols. Ces hôpitaux-là sont désignés pour traiter ces gens-là et donc je sais que les résidents vont à la clinique pour faire des traitements d'urgence avec des équipements beaucoup plus poussés qu'on avait dans le passé. Actuellement, à l'hôpital pour enfants, ils sont en train de même mettre sur pied 2 salles à pression négative qui n'existait pas avant dans le domaine dentaire, en tout cas. Voilà. Oui. On parlait cette semaine avec un enseignant à l'Université McGill qui disait que présentement, ils sont en train de pacter là, toutes les formations théoriques pour que éventuellement, quand ils reviennent, il reste juste la pratique. Mais même à ça, ils se demandaient, parce que les salles ne sont pas fermées à l'université, tout est ouvert, il n'y a rien, il n'y aura pas possible de contrôler. Je me demande comment ils vont détourner l'enseignement pratique pour les deuxième, troisième années. Oui, c'est vrai. Je suis chanceux, moi, à ma clinique, parce que j'ai des salles fermées avec des portes. Et en effet, dans des centres universitaires ou même dans des cliniques où tout est à air ouvert, ça va être un petit peu plus compliqué, je présume, de contrôler la contamination avec l'aérosol. Ceci dit, je suis certain que nos ordres professionnels, que ce soit l'Ordre des dentistes du Québec, la Fédération des spécialistes dentaires du Québec et l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ils ont déjà envoyé des protocoles. C'est pas des protocoles, disons, à long terme, mais pour l'instant, pour qu'on puisse commencer à penser à tous ces changements-là. Mais c'est sûr qu'on va pouvoir trouver une solution parce qu'on va continuer à faire la dentisterie. Le besoin est là, même si actuellement on est en arrêt, mais presque à chaque 2 jours, j'ai des patients qui m'appellent, pas parce qu'ils sont en urgence. Ils veulent absolument savoir quand est-ce qu'on peut reprendre, faire leur traitement, continuer leur traitement ou débuter des traitements qu'ils ont acceptés dans leur plan de traitement. C'est des bonnes nouvelles. Quand même, la peur pas la peur, l'inquiétude justement qu'on ait tous, justement la peur des patients de retourner dans donc, si on passe cette peur-là, c'est très bien. Je pense qu'il y a une question de confiance aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ces patients-là sont nos patients depuis un bout. Il y en a qui sont là depuis des années. Ils nous connaissent, ils nous font confiance qu'on va faire ce qui est nécessaire pour sécuriser l'environnement. Et en même temps, je pense que nous, de notre côté, on doit prendre des étapes supplémentaires pour démontrer que nous essayons d'assurer un environnement qui soit vraiment, sécuritaire pour la reprise des traitements. Donc, je pense que c'est cette confiance qui va faire en sorte que les patients vont dire « Oui, j'aimerais bien revenir voir et faire ces traitements-là. » Ça, c'est rassurant. C'est sûr qu'on va aussi avoir des patients qui vont être moins... ils vont attendre plus longtemps et puis c'est correct. Il faut accepter que c'est pas chaque personne qui perçoit cette situation de la même façon. Mais comment tu penses que toi, en tant que prostodontiste, tu peux aider tes dentistes référents à survivre pendant 2020 ou peut-être avoir même du succès éventuellement? Comment tu penses que tu pourrais les supporter? Oui, je pense que, encore une fois, ça revient à l'idée de collaboration. Juste un exemple, vendredi dernier, j'avais
avec mes amis qui sont majoritairement dentistes, en fait, ils sont tous dentistes, on se parlait. Et là, moi, je parlais des protocoles qu'on pensait mettre sur pied ou bien qu'on a commencé à mettre sur pied. Et déjà, juste durant cette discussion, j'ai partagé avec eux les outils ou l'information que j'avais là-dessus. Et puis déjà, ça donne ce support à nos collègues. Que ce soit spécialiste ou pas spécialiste, c'est pas là l'idée. Je pense que déjà, dans la communauté, ça démontre qu'on est ouvert de s'entraider. Et en même temps, je pense qu'il y a toute l'idée de non seulement partager les protocoles, mais aussi partager les connaissances. Je pense que c'est une opportunité, comme vous faites très bien, d'éducation, de formation. Et donc, je pense que ça va être très important dans les mois à venir pour qu'on puisse rester tous en contact et non pas séparés. L'union fait la force, finalement. C'est quoi ton point de vue sur, tu sais, il y a toujours différentes mentalités, différentes approches. Ce serait quoi ton avis sur la réalité est que beaucoup de dentistes, moi je pense, en tout cas c'est mon avis, c'est pas un fait, mais ils vont peut-être vouloir minimiser les références à des spécialistes justement à cause de la situation, puis ils vont essayer de le faire le plus eux-mêmes justement pour plusieurs raisons. Augmenter les revenus qu'ils ont perdus. Augmenter les revenus, peut-être pour le confort, je pense, du patient d'aller puis se promener. Peut-être la peur de perdre le patient en référent. Etc. C'est quoi? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce monde-là? Ce serait quoi que... c'est quoi ton avis ou c'est quoi ton point de vue? Ouais. Ben, premièrement, personnellement, c'est sûr qu'on a tout le monde un point de vue là-dessus. Moi, mon point de vue, c'est sûr que c'est un point de vue biaisé parce que je suis spécialiste. Et évidemment, c'est très important qu'on continue à collaborer et à donner les références. Je pense qu'en ce moment, ce qui est très important selon moi, c'est de garder nos patients en confiance. Et je pense qu'on fait ça non seulement d'une façon à court terme, mais c'est surtout à long terme. Et si on veut garder la confiance de nos patients à long terme, je pense que ça revient encore une fois à ce qu'on disait tout à l'heure, le bien-être du patient est le point le plus important dans tout acte qu'on fait sur nos patients. Donc, à ce moment-là, l'idée de dire je vais faire plus de traitements, même si je ne suis pas confortable à faire ce traitement, je pense que c'est une mauvaise façon de procéder, logiquement. Et je pense qu'à long terme, ça va nous nuire. Peut-être à court terme, ça va aider, mais je pense qu'à long terme, on va perdre la confiance de nos patients. Et cette confiance, une fois perdue, c'est extrêmement difficile de rétablir. Donc, voilà, c'est ça que j'ai à dire. Après, je suis aucunement dans une position de donner des conseils à personne, mais c'est mon point de vue. Moi, je vais continuer à collaborer avec mes chirurgiens, je vais continuer à collaborer avec les dentistes généralistes et je vais continuer surtout à collaborer avec les laboratoires parce que si c'est ça qu'on faisait auparavant, je pense encore une fois, il faut renforcer l'idée que le bien-être du patient est le plus important, que ce soit au niveau d'asepsie et de contamination croisée et de protection universelle à la clinique, mais surtout au niveau des traitements qu'on prodigue. Oui. Ouais. Je suis d'accord. Puis justement, moi, juste un petit exemple que je peux penser, c'est si, puis on le voit, malheureusement, on le voit au laboratoire, des fois des cas qui sont un peu trop pour certains, mais ils l'entreprennent quand même. Puis je trouve que le risque, je dirais pas si c'est bon ou mauvais, je parlerais juste d'un fait, d'un risque, c'est que ça ne fonctionne pas très bien, ou soit que c'est pas, le résultat n'est pas celui voulu, ou à long terme, il y a un problème. Puis justement, c'est là où ça vient de perdre la confiance du patient, comme tu dis. Et même une perte de temps de quelque chose qui n'aurait pas dû nécessairement arriver dès le début si ça aurait été entrepris en tant que collaboration. C'est difficile des fois à rattraper. Puis ouais, c'est ça. Des fois, il y a des cas qui nous arrivent. Nous, on pense que c'est un cas qui aurait dû être référé.
on compte sur nous au laboratoire pour les guider. C'est sûr que nous, on est capable de les guider jusqu'à un certain point on a au notre niveau côté technique, bien du sûr. résultat final, la technique et tout ça. Mais il y a tout l'aspect clinique qui est très important, qui pour nous, c'est impossible de les guider pour ça. Puis je peux dire que ça, c'est encore plus vrai justement aux États-Unis comparé à ici. Ici, le monde, ils comprennent encore le fait de référer. Oui. Mais c'est là où moi, je dirais personnellement, comme tu as dit au début, c'est aux États-Unis, vraiment, c'est vraiment, on ne veut pas perdre le dollar. C'est cowboy. On va y aller, on va figure it out, c'est pas grave. Donc, c'est ça qui est. Donc, c'est sûr que je pense au bout du compte aussi, quand on entreprend un traitement qui devient compliqué, qui devient problématique, ben on perd aussi la joie de faire ce traitement et on n'a plus envie de faire le traitement. Donc, c'est sûr que au bout du compte, si dans notre environnement, on a des problèmes, on n'aime plus la situation dans laquelle on est, en plus, les risques de litige qu'on peut avoir, je sais pas, pour moi personnellement, ça vaut pas la peine de me lancer dans des choses qui peuvent aboutir à ce genre de situation. Après, je ne dis pas que en tant que dentiste, on n'a pas le droit de pousser nos limites. Ah ben non. Oh non. Mais c'est vraiment de savoir pas par pas. Hein. Je dis souvent à mes résidents, on sort de l'université et là, il y en a des fois qui disent « Ah, moi, je veux faire ce genre de cas. » Et là, ils me pointent surtout de nos jours avec les réseaux sociaux. Ça pourrait être même aussi un de mes cas sur ma page Instagram. Je veux faire ce genre de cas. Et après, je fais comprendre aux résidents que moi, aujourd'hui, ça fait quand même presque 14 ans que j'ai fini la médecine dentaire et durant ces 14 ans-là, ce n'était pas juste la pratique. J'ai fait une résidence multidisciplinaire, j'ai fait une spécialité, ainsi de suite. Et moi, si je me compare il y a 14 ans, même si disons que je me sentais bien fort et prêt à faire des traitements, je ne suis pas la même personne. Donc, il faut, c'est pas juste de mettre une pression sur nous-mêmes, de dire qu'en sortant de l'université, après 1 an, 2 ans, on va faire comme X, Y, Z qu'on voit sur Internet ou qu'on voit dans une conférence. Ben, on a eu la chance aussi avec des clients avec lesquels on travaille depuis 10 ans et plus de voir leur progression puis de voir comment tranquillement oui, c'est ça, comment ils ont commencé avec des cas simples, puis là, ils sont rendus vraiment en confiance, puis ils travaillent bien, des belles empreintes, planifiées, puis là, la complexité des cas augmente, puis ils le font bien, puis ça, c'est beau à voir, puis c'est le fun pour nous aussi d'évoluer avec eux. C'est ça, on ne peut pas généraliser. Je veux dire, il y a toujours l'exception. Non, mais il faut pas généraliser. Il faut être optimiste. D'ailleurs, j'aimerais dire ça que on est quand même dans un environnement, en tout cas, je le crois. Je ne sais pas si c'est naïf de le croire, mais je pense qu'on est dans un environnement où les cas qu'on discute, où ça a mal tourné, où ça n'aurait pas dû être entrepris par la personne, c'est des exceptions. La majorité de notre communauté dentaire a vraiment envie de donner le meilleur résultat à leurs patients. Et ça, j'y crois. Et c'est là où je pense qu'on est encore dans une bonne situation au Canada, à Montréal ou voilà, dans la province. Donc, je pense que ça, il faut le dire. Il ne faut pas non plus parler juste de l'exception. Ouais, mais il faut dire que oui, on peut pousser nos limites, mais il faut se donner le temps aussi. Et puis ça, je lance ça pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on est très chanceux d'avoir les réseaux sociaux pour voir toute l'information. Hein. Moi, je suis pas si vieux que ça, mais quand j'ai fini la médecine dentaire, les réseaux sociaux n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas toute cette information. Mais tu sais, Berge, on vieillit quand même.
Oui, quand même. Non, mais moi, je l'accepte, mais je veux dire que l'écart n'est pas si grand, mais le changement est énorme comparativement à l'écart que j'ai avec les étudiants ou bien les dentistes qui sont nouvellement gradués. Mais aujourd'hui, il y a toute cette information disponible, que ce soit par des réseaux sociaux, que ce soit par des cours de formation continue. Et c'est une bonne chose. Mais en même temps, ça peut être la mauvaise chose parce que des fois, il y a de la mauvaise information aussi. Donc, il faut être très, très attentif à ce qu'on prend comme information et il faut avoir l'esprit critique de s'assurer qu'on n'accepte pas tout ce qu'on nous dit à 100% comme étant la vraie chose à faire. Faire ses recherches, puis c'est ça, aller un peu plus. Oui, utiliser son sens critique, comme tu as dit, c'est vraiment important. Alors, j'ai une petite question pour toi, Berge. C'est quoi ton pet peeve? C'est quoi pet peeve en français? Ton pet peeve. Ouais, c'est quoi ton... En général, quelque chose qui gosse. Oui, je sais c'est quoi pet peeve. Qui fait ton sang bouillir. Quelque chose qui... dans notre... Il y a plein de choses. Hein? Il y a plein de choses, je suis obsessive. Non, une, s'il te plaît. On peut faire un autre show qu'on appelle, on peut appeler les pet peeves à Berge. Mais là, juste un. Juste un. Une chose. La chose. Un tiroir qui n'est pas fermé complètement. Ça m'énerve. Wow! Hey, elle est bonne celle-là. Un tiroir doit être ou bien ouvert ou bien fermé. Ouais. Entre les deux, moi, je ne comprends jamais. Message au personnel de la clinique. C'est pas mon tiroir à moitié ouvert. Ils le savent, crois-moi, ils le savent. Ah, c'est drôle. En tout cas, écoute, Berge, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Puis, comme toujours, on a hâte de te revoir en personne. En personne, oui, c'est toujours mieux. Deux et ou trois. ta protéine préférée. Ouais. Et en attendant, on va être patient. On Ouais. va voir comment les choses vont se dérouler. Mais... Reste sécuritaire et en santé. Puis, Et restez positif. Oui, Ah, absolument. oui, il faut. Merci d'avoir ajouté une autre perspective, une autre dimension à la situation là, en ayant partagé ton expérience au début. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Moi, ça m'avait frappé quand tu nous en avais parlé, quand on s'était parlé la semaine dernière. Ouais. Ouais, OK. non, mais On ne peut pas se plaindre. C'est ça, non, c'est ça. Voilà. Ouais. Quand je me suis frustré un peu avec les patates, je peux te dire, j'ai pensé à cette histoire-là. On a eu une situation, c'est ça, on a commandé 10 livres de patates, on a reçu 4 patates. Et le contraire, on a commandé 4 aubergines, on a reçu un sac d'aubergines, une boîte. On a mangé pendant une semaine. Ouais, on a congelé. Mais c'est bon du babaganouche. C'est bon du babaganouche, c'est vrai. Ouais. Bon, ben on va te laisser là-dessus. Merci beaucoup. Si jamais les gens veulent te rejoindre, c'est quoi le moyen de contacter le plus facilement? Ben, je pense que Instagram, Berge Wazirian, c'est @BergeWazirian. On m'envoie un message et puis je suis pas mal souvent là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne façon de me rejoindre. Super. Ben, merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Bye. Bye bye. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous espérons que vous serez avec nous lors de notre prochain épisode. Cet enregistrement est disponible sur YouTube et également téléchargé sous forme de podcast sur iTunes. Si vous avez apprécié cet épisode, aimez, partagez et abonnez-vous à notre émission. Si vous le souhaitez, suivez-nous sur Instagram, LinkedIn et Facebook avec le pseudo @styledantlab en un mot. Pour des questions, des commentaires ou des suggestions sur l'émission, veuillez visiter styledan.com/talks où vous trouverez également les notes et des liens vers le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui. Membres de la communauté dentaire, nous vous remercions et nous espérons vous voir la prochaine fois.